BFM Business partenaire. BFM Business présente l'entretien HEC. Edwige Chevriot. Bienvenue dans l'entretien HEC, en collaboration avec HEC bien sûr, avec le cabinet Stratégie B. Nous on est ensemble maintenant, vous le savez, pendant 1 heure pour faire passer son grand entretien à une personnalité. Aujourd'hui, notre invité, il est CEO de Razéo, co-CEO de Razéo, c'est William Kadouch-Chassaing. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, même si vous n'êtes pas HEC. Bon, vous êtes normalien, on vous accepte quand même dans l'entretien HEC. Razéo, rapidement, on va le rappeler, c'est un groupe, une société d'investissement européenne qui gère un peu plus de 35 milliards, on peut dire ça, d'actifs diversifiés, dont 25 milliards pour le compte de clients institutionnels ou de particuliers. Vous faites du private equity, vous faites de la dette privée, vous faites de l'immobilier, vous faites de l'infrastructure, on va parler de tout ça bien sûr. Et vous accompagnez plus de 600 entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 211 entreprises en portefeuille, c'est ça? Absolument. Oui. Vous êtes présent un peu partout. Et parmi ces participations, il y en a qu'on connaît bien, hein, bien sûr. C'est Deezer, Ornica, Rendered ou encore Doctolib, bien qu'on verra que Doctolib, vous êtes toujours actionnaire de Doctolib? Absolument. Même le premier actionnaire de Doctolib. Premier actionnaire, c'est bien, vous prenez soin de notre santé. Une interview, je vous le rappelle, qui est présente sur différents canaux de BFM Business, diffusée à l'antenne le week-end et sur notre site web. Alors, je vous rappelle le mode d'emploi. Nous, on commence à le connaître par cœur. Une première partie qui est sur l'actualité, l'environnement économique dans lequel vous évoluez. Deuxième partie qui sera sur les questions plus business. Évidemment, le brief de Bain. Quelqu'un viendra vous interroger vous faire un pitch devant vous pour voir comment est-ce que vous réagissez. Et puis après, on partira sur le campus d'HEC, le micro-trottoir où des questions ont été posées à des étudiants. Et ensuite, c'est les questions des alumni. Mais donc maintenant, la première partie, la partie actualité. L'entretien HEC sur BFM Business. Évidemment, William Kadouch-Chassaing, on va commencer par faire un petit tour d'horizon, hein, de voir comment est-ce que vous voyez se profiler les différentes économies, notamment pour 2025. On voit qu'en France, la situation est difficile sur le plan politique, mais avec des répercussions sur le plan économique. Est-ce que vous le ressentez? Même le président du MEDEF, Patrick Martin, il y a une interview il y a quelques jours, parlait de récession, ou du moins de légère récession. Est-ce que vous le ressentez, vous? Alors d'abord, factuellement, il n'y a pas de récession en Europe. Razéo est investi en Europe plus globalement. La France, ça représente à peu près 30% de nos investissements. Et on ne constate pas de récession au sens économique du terme. En revanche, il y a une faible croissance. Et cette faible croissance, elle devrait continuer de se manifester, peut-être un peu meilleure en 2025. Enfin, on est dans une croissance très molle, accompagnée d'une désinflation et d'une baisse des taux, ce qui n'est pas tout négatif. On va revenir là-dessus. Nous, on voit dans le portefeuille... sur la France d'abord, oui. Dans les portefeuilles que nous avons, encore une fois, qui sont à 30% français, des entreprises qui continuent d'avoir une bonne croissance. Pourquoi? Parce que Razéo n'est pas un échantillon statistique de l'économie française, vous avez parce qu'il est focalisé sur un certain nombre de secteurs. Ils sont la santé, les services financiers spécialisés, les solutions climatiques ou bien les services de tech B2B, comme de la cybersécurité. Donc, ce sont des secteurs qui continuent d'avoir une croissance structurelle assez forte, souvent à 2 chiffres. Vous le disiez, vous êtes présent. Vous avez combien de bureaux? 16 bureaux? On a 12 bureaux dans le monde. Oui. Et en Europe? En Europe, c'est 8 bureaux, puisqu'on a aussi de l'Asie, les États-Unis, une représentation en Amérique latine. Comment, justement en Europe, en Allemagne, comment est-ce que vous ressentez, là encore, la récession? Encore une fois, je pense qu'il faut se méfier du mot récession. C'est une croissance la crise économique, molle, avec des indicateurs qui sont contrastés. Tout ce qui est associé au secteur industriel allemand, et en particulier au secteur automobile, souffre aujourd'hui, c'est indéniable. Tant qu'un certain nombre de choses ne se passent pas, et notamment au regard des problématiques de concurrence du secteur automobile, au regard des prix de l'énergie. Les prix de l'énergie aujourd'hui, c'est 4 fois plus élevé au mégawattheure pour un opérateur allemand ou français qu'aux États-Unis. Ça a des impacts. Évidemment, on ne verra pas d'amélioration significative. Je trouve que Razéo n'est pas très exposé au secteur industriel. On reviendra peut-être sur Razéo plus tard, mais c'est effectivement les indicateurs sur l'industrie
sont plutôt négatifs aujourd'hui sur l'Allemagne. Oui, et cette instabilité politique, c'est clair que ça pèse sur le climat politique. Alors en revanche, les États-Unis, où Euraseo est quand même actif, hein, vous êtes, on voit bien que les États-Unis semblent de plus en plus attirer les entreprises. Sur le plateau de ma grande interview, j'en reçois beaucoup qui nous disent, bah oui, c'est sûr qu'on regarde clairement du côté des États-Unis. Et en plus, l'élection de Donald Trump a encore boosté cet attrait des États-Unis. On parle même d'aspirateurs d'usines avec des modalités fiscales qui sont très, très intéressantes. Est-ce que vous l'observez aussi parmi les entreprises dans lesquelles vous êtes actionnaire et puis surtout sur les entreprises que vous avez aux États-Unis? Alors, nous avons des entreprises qui, quand elles sont européennes, sont de toute façon des modèles qui ont vocation à devenir des champions globaux. À cet égard, elles vont toutes regarder une équation américaine, comme elles regardent aussi, pour une large partie d'entre elles, une équation asiatique. Et si elles ne sont que opératrices dans un pays particulier de l'Europe, le reste de l'Europe. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est formidablement attirant parce que la croissance y est plus forte. Le coût de l'énergie est bien fort. Alors, nos entreprises sont peu industrielles, mais il y a beaucoup d'innovation. Et puis, le choc trumpiste, aujourd'hui, il ne s'est pas encore matérialisé, mais enfin, c'est une espérance de baisse d'impôts, c'est une espérance de dérégulation et c'est une espérance de protection douanière, ce qui veut dire aussi des subventions pour attirer de l'investissement qui vient d'Europe ou d'Asie aux États-Unis. Oui, puis sur la recherche, parce qu'il a mis $1 milliard sur la table en disant, tiens, moi je suis prêt presque à doubler votre mise si vous investissez dans la recherche aux États-Unis. Cela étant, nous, chez Euraseo, on a tendance à dire qu'on est contrariens. Parce que nous, notre thèse, c'est essentiellement d'investir en Europe et à partir de souches européennes, d'en faire des champions mondiaux. Quand on investit aux États-Unis, on a 20-30% de nos investissements dans l'equity, dans le buyout qui sont faits aux États-Unis. On le fait dans des secteurs qui sont sur des chaînes globales ou dans des entreprises qui ont des vocations à se développer en Europe ou en Asie grâce à nous. Fondamentalement, nous, on croit à l'économie européenne. On y reviendra peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se méfier d'un état d'esprit défaitiste sur l'Europe. Il y a des choses à faire fondamentales. Elles ont été nommées dans beaucoup de rapports et elles commencent à être entendues à certains niveaux politiques. On va voir à quel rythme on agit. Mais l'Europe, ça reste 24% du PIB mondial. C'est 35% des exportations de services dans le monde. C'est 18% des revenus de la tech mondiale. C'est encore une population éduquée, des infrastructures. C'est le plus large bassin de PME du monde, c'est des technologies intéressantes dans le quantum computing, dans les ordinateurs quantiques. On verra bien la bataille de l'AI générative sur les applicatifs. C'est 3 supercomputers sur 10. Donc, ne nous trompons pas, il y a des enjeux fondamentaux, structurels de l'Europe, on y reviendra. Il y a des enjeux conjoncturels. La conjoncture européenne est moins favorable que celle des États-Unis, mais ça reste un territoire d'investissement fondamentalement intéressant. On va finir le tour d'horizon. Je reviendrai sur la question des États-Unis, parce que là, il y a un vrai problème de valorisation notamment de la Bourse de Paris versus New York. Non, je finis le tour d'horizon. L'Asie, vous l'avez mentionné, vous avez un bureau à Singapour. L'Asie, on a des sentiments contrastés, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que la Chine, c'était la fin de l'Eldorado chinois. C'est en train de repartir, là aussi avec des milliards à la clé. Comment est-ce que vous percevez l'évolution et l'émergence incroyable de l'Inde? Nous sommes présents à Singapour, en Chine. Nous avons 10 personnes sur le terrain, et aussi en Corée du Sud, qui est un marché très intéressant et très sophistiqué du point de vue de l'investissement, que ce soit sur le côté ou le non-côté. Nous, on est dans le no-côté, y compris la tech, comme vous le mentionnez. Nous ne sommes pas encore présents en Inde, mais on observe évidemment des gisements très intéressants, avec une chose qui se passe en Inde aujourd'hui, qui est la structuration, ou une volonté en tout cas de structuration, d'un marché de capital profond. Et en général, ça commence par là. C'est-à-dire que l'investissement et les opportunités d'investissement étrangères dans un pays viennent dès lors qu'un pays organise ses marchés de capitaux. C'est ce que l'Inde est en train de faire, en plus de ses avantages technologiques et en ressources humaines qui sont bien connus. Bon, l'Asie pour nous, c'est beaucoup la Chine, encore aujourd'hui. Ça reste un partenaire important pour Euraseo. Nous avons parmi nos investisseurs de grands investisseurs chinois. Et nous continuons aujourd'hui d'avoir des... Compliqué politiquement, non? Là aussi, pour des raisons différentes de la France, voire de l'Allemagne. Écoutez, nous ne sommes pas dans des secteurs qui sont violemment concernés par les problématiques de tarifs
entre l'Europe, la Chine ou la Chine et les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de la géopolitique. Vous prenez Alibaba, vous prenez TikTok, vous voyez bien que ceux qui dirigent ces entreprises ont quelques difficultés, on va dire ça comme ça, pudiquement, avec le gouvernement chinois. Oui, mais ce que fait Eurazeo, c'est fondamentalement, en accord avec ses partenaires chinois, d'aider des entreprises européennes qui sont sur des secteurs peu présents en Chine à se développer sur le continent chinois. Et quand vous avez une entreprise qui est dans le domaine de la santé et qui obtient, grâce à ses partenaires chinois, des licences dans les hôpitaux chinois beaucoup plus vite qu'elle ne le ferait si elle n'était pas aidée par Eurazeo, ça a beaucoup de valeur, sans doute pour les Chinois, mais aussi beaucoup pour les actionnaires d'Eurazeo. Quel est je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, quel est le montant des fonds levés dans le capital investissement, enfin au sens le plus large du terme? Alors, pour ce qui concerne les marchés où nous, on opère, c'est-à-dire le capital, les marchés privés, donc le capital investissement, c'est à peu près entre 800 et 1000 milliards par an. C'est plutôt 800 milliards aujourd'hui, c'était plus d'un trillion en 2021. Ça reste considérable, c'est une industrie qui est en forte croissance. Justement, on avait le sentiment que vous étiez un peu sur le mode pause. Il y a eu des valorisations qui étaient très, très élevées, ce qui fait que ça a un peu bloqué les opérations. Là, on a le sentiment que ça repart. Il y a eu beaucoup d'argent levé, mais qu'il y avait peu de deals jusqu'à présent. Là, on a l'impression que ça repart. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Alors, ça repart, c'est indéniable. Les volumes de cession d'Eurazeo, par exemple, sur les 9 premiers mois de l'année, sont 3 fois plus importants que ceux qu'ils étaient en 2023. Ouais. C'était pas une mauvaise année pour Eurazeo, mais c'était une mauvaise année pour l'industrie au global. Donc on voit bien qu'il y a une reprise. En revanche, c'est quand même beaucoup plus sélectif qu'on aurait pu l'imaginer, et c'est certainement un peu plus lent. Donc c'est un rebond, mais c'est un rebond qui reste encore à cristalliser. Je parlais de valorisation. Il y a un vrai problème de valorisation cette fois-ci de la bourse de Paris, vis-à-vis notamment de la bourse américaine, c'est clair, ou même de la bourse de Londres. Cette semaine, il y a eu la cotation de Havas, donc à Amsterdam, il y a Canal+ qui se cote à Londres, il y a Tikeo, un de vos concurrents, qui se cote à New York. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que c'est une problématique quand même qui vous soucie? Nous sommes cotés. Donc il est évident, que d'être coté à Paris, c'est quelque chose qui s'est vu dans notre cours de bourse depuis le mois de juin, indéniablement. Parce que vous parlez de la comparaison entre les bourses européennes et la bourse de Paris en particulier, les bourses américaines. Ouais. Mais vous l'avez bien dit aussi. Il y a même Total qui a une tentation américaine. Le MSCI Europe, ou même le DAX, c'est plus 11%. Le CAC est dans le territoire négatif. Ouais. Donc il y a clairement un effet spécifique lié à l'instabilité politique perçue ou réelle en France. On n'a pas grand-chose qu'on puisse y faire. Nous n'allons pas fuir la bourse de Paris. D'accord, vous n'allez pas vous coter à New York comme le Tikeo. Nous n'allons pas nous coter à New York, et notre thèse d'investissement, elle est européenne, et c'est ce que nous vendons à nos clients dans le monde. Eh bien, on va voir ça dans les questions business, mais tout de suite, place au brief de Bain. L'entretien HEC sur BFM Business. Place maintenant au brief de Bain avec Ada Di Marzo, qui est directrice générale de Bain & Compagnie France. Bonjour Ada. Bonjour Edwige. Bonjour William. Merci d'être avec nous. C'est le moment de faire votre pitch, comme on dit dans votre jargon, face à notre invité. Merci. William, Eurazeo a démontré une très belle dynamique en 2024. Quand on regarde les derniers résultats sous les premiers 9 mois, des actifs sous gestion pour compte de tiers, une croissance à 2 chiffres, des réalisations 3 fois plus que l'année dernière. Et d'ailleurs, vous avez réussi à faire ce que les investisseurs demandent, ça veut dire fournir aussi de la liquidité. On parle du DPI, capacité à distribuer les capitaux investis, comme le nouvel indicateur phare de l'industrie, si je cite le Financial Times d'il y a quelques semaines. Mais plus globalement, vous accélérez sur l'évolution de votre modèle de business pour devenir un véritable gestionnaire pour compte de tiers dans la gestion d'actifs alternatifs. Et c'est là aussi en vous plaçant au milieu dans ce qu'on appelle en anglais un sweet spot, ça veut dire le marché du mid-market, qui est votre véritable ambition de leadership. Quand on regarde le marché aujourd'hui, il y a pas mal de volatilité, il y a pas mal d'incertitudes. Nous, on analyse beaucoup, à travers un rapport très détaillé, le marché du private equity, et on a identifié 3 défis pour le secteur. Le premier, c'est la capacité à continuer à évoluer, et notamment à pouvoir satisfaire les besoins des investisseurs institutionnels. On parle d'un marché qui va continuer à croître,
30 000 milliards de dollars en 2030 d'actifs sous gestion, dominés par les investisseurs institutionnels, mais cette fois-ci, la croissance sera apportée par les assureurs et les fonds souverains. Ça va nécessiter d'adapter l'offre, d'avoir des structures plus flexibles, plus sur mesure, et probablement adapter aussi la manière opérationnelle de suivre ces investissements. Le deuxième défi, c'est pouvoir adresser la demande croissante du segment de la clientèle fortunée des particuliers. Ils se tournent vers le private equity pour des fins de diversification, de performance, mais ce sont des clients qui sont assez exigeants. Ils veulent avoir des solutions très adaptées, avec des solutions de liquidité clés à la main. Et là aussi, ça va nécessiter une approche de distribution qui est très adaptée, notamment avec des partenariats avec des banques privées et avec des nouvelles plateformes digitales qui, de facto, démocratisent l'accès à la classe d'actifs du private equity. Et le troisième défi, c'est bien évidemment l'impact, l'investissement impact. L'industrie a un véritable défi de pouvoir fournir la preuve matérielle que le fléchage de l'épargne vers des investissements d'impact va de facto être capable de permettre aux investisseurs institutionnels de répondre aux engagements qu'ils ont pris, notamment sous l'impulsion d'un régulateur qui est très présent. Tout cela pose des défis, des enjeux de transformation pour les acteurs de place qui sont véritablement importants, que ce soit dans l'adaptation opérationnelle, dans l'évolution technologique, dans la gestion des talents, mais aussi des enjeux de taille. L'accès aux États-Unis, à l'Asie, sont des enjeux majeurs, notamment pour les acteurs européens. Et la question que j'aurais pour vous aujourd'hui, cher William, c'est comment Eurazeo va adapter sa stratégie en ce contexte et comment vous allez vous conforter dans votre ambition de leader du secteur de mid-market en Europe. Merci Ada. Alors, et vous avez une grosse minute pour répondre, je vais vous dire. Enfin. Merci, excellent. C'est une question très vaste. Alors, première chose, nous, ce qu'on observe en effet, c'est qu'on a une industrie qui finalement est assez récente, hein, 40, 50 ans dans l'industrie financière, c'est pas très long, et qui est en train de se structurer autour de plateformes multimétiers, c'est-à-dire avec plusieurs stratégies, du crédit, de la dette, avec des distributions auprès de clientèles diversifiées, à la fois de particuliers, vous l'avez dit, et d'institutionnels, et avec des besoins d'investissement dans la marque, dans la technologie et la donnée, dans les ressources humaines, mais aussi des besoins d'accompagnement opérationnel pour faire de la création de valeur très importants. Donc, nous, Eurazeo, on s'est positionné comme une plateforme. On est multimétier. On a déjà depuis 20 ans l'accès à de la clientèle de particuliers. C'est 20% de nos encours. C'est considérable. Ça nous donne des avantages compétitifs parce que, comme vous le dites, il faut un certain nombre de capacités à faire des choses. Vous parlez des assureurs dans nos clientèles institutionnelles. Ce sont de très importants partenaires. C'est d'ailleurs parmi nos premiers partenaires. Et donc, on a besoin d'adapter encore notre offre, mais on a ces savoir-faire. Et donc, on est aujourd'hui pleinement conscient qu'il y aura moins d'acteurs d'ici quelques années et qu'il va falloir jouer ce jeu de plus en plus compétitif à l'échelle globale. Deuxième point, notre positionnement. Pour pouvoir opérer de manière compétitive, il faut avoir un caractère, il faut avoir une identité. Et nous, on est européens. On est très fort dans... oui, mais on est la seule plateforme multimétier continentale dans le marché privé sur les valeurs de taille petite et moyenne, l'impact et la technologie. Nous sommes le plus grand fonds de technologie. On y reviendra, bien sûr. Donc, vous ne changez rien, quoi. Ah ben là, on est en train... on a décidé d'une stratégie en novembre 23 qu'on a annoncée au marché. On est en train d'exécuter. C'est une stratégie à 4 ans. C'est une industrie à duration longue quand même. Donc voilà, on exécute cette stratégie. L'impact est un point absolument fondamental. Nous sommes un des opérateurs les plus diversifiés dans le domaine. On a 6 fonds d'impact et on est en train d'en lancer encore un cette année. Merci beaucoup, Ada Di Marzo, d'être venue là. C'est toujours précis, toujours clair avec vous. Merci beaucoup. Tout de suite, justement, on va enchaîner avec les questions business. L'entretien HEC sur BFM Business. Retour dans l'entretien HEC qui se poursuit avec maintenant les questions business. William Kadouch-Chassaing, je rappelle que vous êtes co-CEO d'Eurazeo, on l'a compris. Dans les différents métiers que vous avez, parce qu'on voit que vous êtes une plateforme, je crois qu'on peut presque utiliser ce mot-là pour reprendre l'expression d'Ada Di Marzo. Quel est le métier en fait qui en ce moment performe le plus? Parce que vous êtes et quel secteur aussi qui est le plus performant? D'abord, mais les métiers, est-ce que c'est la dette? On voit vous êtes sur le marché
marché de la dette. Il y a aussi, alors vous n'y êtes pas, la restructuration de la dette qui marche très fort en ce moment. Quel est le métier qui performe le plus chez vous? Comme à peu près dans tout le secteur des marchés privés, le secteur qui est aujourd'hui, la classe d'actifs qui est la plus portée, c'est effectivement le crédit. Le crédit se décline sur beaucoup de choses dans les marchés privés. Nous, on est opérateur dans ce qu'on appelle le direct lending, c'est-à-dire le financement des fonds de LBO. C'est historiquement la partie du crédit des marchés privés qui a été la plus développée et c'est celle qui continue de bien grandir. Mais il y a beaucoup de pistes aujourd'hui de développement. Vous avez cité la restructuration. Nous, on n'y est pas. Mais par exemple, on est dans tout ce qui est les actifs, ce qu'on appelle l'asset back, c'est-à-dire le financement d'équipements. En l'occurrence, on y est dans le financement de bateaux qui doivent faire leur mue écologique. Mais c'est un marché qui, aux États-Unis, est en train d'exploser dans les mains d'acteurs du privé comme des Apollo ou des Ares, par exemple. Donc, c'est un marché très prometteur. Le buyout tire quand même son épingle du jeu. Le buyout, on va expliquer en 2 mots. Enfin, je pense que... C'est tout ce qui est les opérations d'equity avec effet de levier, ou pour le dire simplement, ce qu'on appelait en bon français le LBO pendant longtemps. Et donc, sur ces stratégies, il y a encore une belle dynamique, moins forte que sur le crédit. À l'intérieur de ces stratégies, ce qu'on appelle le secondaire est le plus dynamique. L'infrastructure continue d'être assez forte. Oui, dans les secteurs, on parlait des fonds à impact, vous en avez mentionné, mais quels sont les secteurs en ce moment sur lesquels vous êtes le plus actif ou ceux que vous voyez monter? Il y a eu beaucoup la santé, on sait donc que vous êtes actionnaire de Doctolib, vous êtes la transition écologique, la mobilité, et puis évidemment l'intelligence artificielle. Nous, on considère qu'on est essentiellement très bon dans 4 secteurs et qui sont des secteurs sur lesquels on voit le potentiel de croissance structurelle le plus élevé. Vous avez nommé la santé. Alors pour nous, ça veut dire beaucoup de choses, la santé, parce qu'on est dans de la biotech et puis on est aussi dans des services. Vous m'avez mentionné Doctolib. Pour nous, c'est des services financiers spécialisés. Ça va être de l'assurance de spécialité. Ça va être des paiements digitaux. Par exemple, on a le leader mondial du paiement digital dans le domaine de l'hôtellerie, qui s'appelle Planet, qui est une entreprise de souche irlandaise, mais qui a une scope globale. On est évidemment dans les solutions climatiques, que ce soit dans de l'infrastructure ou que ce soit dans des fonds de dette, de venture. Vous parlez de mobilité intelligente et de buyout. Et puis enfin, on est aussi important dans tout ce qui est, c'est peut-être même le premier secteur dans lequel on est, dans tout ce qui est les services B2B, services liés à de la technologie B2B. Un exemple, la cybersécurité, que ce soit du conseil ou du logiciel, nous y sommes très présents et nous venons de faire une très belle opération d'ailleurs avec une entreprise de souche française qui s'appelle e-tracing. Ouais. Et on reviendra plus spécifiquement sur le venture capital. Là, vous avez 2 fonds, voire 3 fonds, donc vous êtes très, très, très investi. 2024, c'est une année qui va se terminer comment pour Eurazeo? Vous avez fait des grosses sessions. Il y a eu l'assureur le plus récent, c'est l'assureur d'entreprise Albingia. Il y a aussi, je crois, dans la santé d'Or, qui est votre plus grosse. 2024, c'est une année de retournement, de rétablissement, ou au contraire, plutôt une très bonne année? C'est une année... d'abord, c'est la première année d'exécution du nouveau plan stratégique d'Eurazeo. Donc, c'est une année importante pour nous pour prouver le cas et le business model et puis son positionnement. Mais si on revient aux grands indicateurs, c'est une belle année de collecte de fonds. On a gagné des parts de marché. Vous avez levé combien en 2024 ? On vise à lever 4 milliards. L'an dernier, on avait fait 3,5 milliards. On vient de 3 milliards. Donc, on continue de grandir dans un marché qui était un peu plus plat par rapport aux grandes années 21-22. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a une rotation d'actifs, une liquidité qui est meilleure. Donc, 3 fois les volumes de l'an dernier. Je pense qu'on a encore du potentiel. Le marché a du potentiel et nous-mêmes de faire encore plus de liquidités dans les années à venir. Il y a un petit peu de backlog à venir. Et puis, on a continué d'améliorer la rentabilité de notre activité de gestion d'actifs qui va avec la mutation de notre business model. Nous, on a un business model qui est encore en transition puisqu'on vient du monde de la holding d'investissement. Maintenant, on est un asset manager. On a encore un certain nombre de choses à faire. Donc, c'est la première année. Elle est satisfaisante.
Elle n'est pas encore finie. Il y a encore beaucoup de choses à faire d'ici la fin de l'année. Et justement, quel est le taux de rotation de votre portefeuille, grosso modo? Sur les 9 premiers mois, sur ce qui est le portefeuille au bilan, parce qu'on a les fonds à côté du bilan, c'était 11% à peu près de notre actif qui avait fait l'objet d'une rotation sur les 9 premiers mois. On fera plus en deal closé et annoncé d'ici la fin de l'année. C'est souvent une critique qu'on fait justement aux investisseurs comme vous. Oui. C'est en fait, ils sont là pour 4 ans, 5 ans, puis après, hop, et ils revendent. Oui, mais alors ça fait partie du modèle. Et je pense que les entrepreneurs, parce que parfois la critique, on pense qu'elle vient des entrepreneurs, sont assez satisfaits en réalité de ce modèle. Parce qu'on est vous l'évoquiez tout à l'heure, la bourse. Ouais. On est dans un modèle où de plus en plus d'entrepreneurs à succès, ou d'entreprises qui cherchent matures, qui ont des sujets de succession, préfèrent se tourner vers les marchés privés. Absolument. Qui ont moins de contraintes et plus de pragmatisme pour les accompagner dans du développement ou dans leurs problématiques de succession spécifiques, si c'est le cas, que les marchés publics. Et donc, ça va avec l'idée que tout ça respire. Tous les 4-5 ans, c'est un cycle qui est important, 4-5 ans. Vous êtes actionnaire, on l'a dit, de Doctolib, Ornicar, encore Mistral. C'est une très, très belle réussite française. Mais on a bien vu qu'après la crise de la Covid, il y a eu une espèce de retour du bâton en disant maintenant, il faut quand même revenir à des critères assez basiques de rentabilité et moins parier sur des croissances folles avec des valorisations de plus en plus explosives. Est-ce que c'est un juste retour à la raison ou vous pensez qu'il faut un peu mesurer, c'est-à-dire que la croissance reste quand même ce qui est le vecteur, l'existence même d'une start-up, voire d'une licorne? C'est passé deux choses dans le contexte Covid. Premièrement, il y a certains business models qui ont été très portés par le contexte spécifique du Covid, notamment tout ce qui était les plateformes, les marketplaces qui étaient destinés au consommateur final. Oui, je recevais Philippe Corot de Miracle. Voilà. Et donc les gens sont revenus dans les magasins. Tout ça, c'est un petit peu essoufflé en matière de croissance. Ça appelle à des revues de business model pour certains. Deuxièmement, il y a eu des valorisations qui, en 2021, ont été très gonflées. Donc depuis, on rattrape ces valorisations. Ça ne veut pas dire que fondamentalement, la thèse n'est pas une thèse de croissance. Ce sont des thèses de croissance et il y a de très belles opérations qui se font. Elles doivent trouver un équilibre un petit peu meilleur entre du développement à tout prix et un développement qui donne une espérance de rentabilité. Si un jour elles veulent se coter en bourse, par exemple, ce sera absolument nécessaire. Juste un point. Vous êtes très actif dans le venture capital à travers deux fonds, essentiellement en Europe, dans l'intelligence artificielle, bien sûr, et en tout ce qui est tech, la crypto ou encore la cybersécurité. On voit qu'il y a des milliards qui sont investis, des centaines de milliards de dollars qui sont investis là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où il faudrait bien qu'ils rapportent quelque chose, ces milliards? Bon, d'abord, quand on regarde les fonds dans lesquels est investi le propre bilan de Razeo, pour l'instant, on est assis sur des plus-values sur des sociétés, de très belles sociétés du secteur du venture ou du gros. On vient de faire une sortie assez remarquée. On a fait 4 fois. C'est une société qui s'appelle Lumaps. On a fait une société Onfido qui a été aussi vendue, qui était du venture. Les investisseurs ont fait aussi 4 fois dans la biotech. On en a vendu une pour 4 fois et demi. Donc, on fait aussi des rendements dans ces fonds. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, vous parlez de montant d'investissement. L'Europe, elle reste encore très en retrait. Et dans son enjeu de productivité de demain, reconnaître le rapport Draghi, il faut qu'elle augmente significativement ses investissements dans le venture et dans le gros pour avancer. Les investissements dans le venture et dans le gros en Europe, c'est 1/4 des investissements aux États-Unis. Ah oui, d'accord, donc 1/4 de la marge. Allez, tout de suite, deuxième partie de cet entretien HEC. William Kadouch-Chassaing, on va partir sur le campus d'HEC. BFM Business présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon. Retour dans l'entretien HEC avec William Kadouch-Chassaing. On est encore ensemble pendant une demi-heure. Il y aura le micro-trottoir. On partira sur le campus d'HEC où des questions ont été posées à des étudiants. Et puis après, il y aura les alumni, pour le coup, qui vous ont posé des questions, puis des questions peut-être un peu plus personnelles à la fin. Tout de suite, le micro-trottoir sur ce campus. Qu'est-ce qu'ils pensent de Razeo? Leur réponse. Savez-vous quel est le grand groupe d'investissement qui se cache derrière des marques telles que Deezer, Edenred, Ornicar, Doctolib ou encore Yubo? BlackRock? C'est pas Razeo? Je sais pas non plus. Il me semble que c'est Razeo. Pas du tout.
Si je vous dis Eurazeo, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Moi non plus. Très vaguement, pour être tout à fait honnête. Un fonds PE qui investit dans des boîtes en croissance. Pour moi, c'est un fonds d'investissement. Ils investissent dans plein de secteurs différents. Ils ont des spécialités. Eurazeo se positionne comme un leader européen sur le middle market. Connaissez-vous la définition de cet anglicisme? Mid-market, c'est des entreprises de taille moyenne. Le middle market, c'est une notion qui permet de déterminer un marché qui est en forte croissance, mais qui pour le moment ce n'est pas une croissance exponentielle et ne figure pas dans les marchés les plus forts économiquement. Transformer des entreprises moyennes en champions mondiaux, c'est ambitieux et c'est l'un des objectifs d'Eurazeo. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour atteindre ce but? Croire en des idées nouvelles. Oui, savoir capter les nouveaux clients, mais aussi un peu toute la phase marketing, les réseaux sociaux. Profiter peut-être des mesures qui sont mises en place à l'échelle nationale, étatique, par des subventions ou je ne sais quoi. Le groupe investit dans un grand nombre de secteurs variés, la tech, la santé, l'immobilier, etc. Quel est le principal secteur où l'entreprise devrait focaliser ses investissements d'après vous et pour quelles raisons? Alors moi je pense qu'il faudrait focaliser les investissements sur tout ce qui est EdTech pour pouvoir avoir beaucoup plus de R&D qui se fasse en France, pour pouvoir accompagner des projets à plus long terme un peu innovants. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'absence aujourd'hui de champions nationaux coûte beaucoup à de nombreux marchés. Et donc la création de champions nationaux pourrait aider énormément à avoir même des croissances exponentielles pour ces champions. Ça va dépendre, mais je pense qu'aujourd'hui, le secteur tech, c'est quand même un des secteurs où il y a de plus en plus d'investissements, de plus en plus de licornes. Donc c'est un secteur où on se focalise beaucoup. Moi, je pense que c'est la technologie, l'intelligence artificielle. Avec des actifs sous gestion dépassant 35 milliards d'euros, comment, selon vous, Eurazeo pourrait-il influencer et avoir un impact durable sur la transition énergétique à grande échelle? Des choix de financement et des choix de partenariat aussi, de savoir avec qui on contracte et de ne pas contracter avec des entreprises qui sont connues pour ne pas respecter certaines normes environnementales. Avec des formations peut-être aussi pour ses propres employés de façon à avoir un comportement plus durable. L'ESG est donc au cœur de la stratégie d'Eurazeo. Selon vous, est-ce un vrai levier de performance et de conscience écologique ou juste une obligation d'aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui compte, c'est pas de savoir si c'est une obligation ou non. Ce qui compte, c'est de tendre vers cette transition écologique. C'est vraiment une obligation. Et de toute façon, il y aura du retour par la suite parce que si je pense que ça sera nécessaire que tous les États vont obliger les entreprises à respecter certaines normes, je pense qu'investir dès à présent et pousser les entreprises à respecter des normes qu'on s'impose nous-mêmes, ça permettrait plus tard de permettre à ces entreprises de vraiment durer dans le temps. Et vous, si vous aviez de l'argent à investir, ce serait dans quoi? Dans l'énergie verte. Dans l'énergie. Dans l'immobilier. Peut-être, comme j'ai dit, une nouvelle technologie. Bonjour monsieur, ma question est de savoir comment devenir une grosse entreprise concurrentielle tout en maintenant et respectant les normes ESG. Considérez-vous qu'il y a que vous avez une responsabilité supplémentaire avec les fonds que vous utilisez vis-à-vis de la société ou uniquement vis-à-vis de votre entreprise? Une réaction, alors c'est des propos qui ont été recueillis par Lohan Gilbert, comme à chaque fois, croire en des idées nouvelles. Une réaction par rapport à ce qui se passe? Par rapport au micro-trottoir, d'abord, je trouve que c'est assez bien vu, puis ça nous engage parce qu'il y a encore un peu de notoriété à faire sur Eurazeo. Oui. Ça tombe bien, on est une entreprise en croissance dans un secteur assez nouveau, donc on a encore des choses à faire. Je pense que beaucoup de choses ont été dites qui sont très justes dans ce micro-trottoir. D'abord, il faut investir dans les idées nouvelles, et les technologies, les services, les process, parce que les idées nouvelles, ce n'est pas que les technologies, c'est beaucoup de choses. Il faut les amener à l'échelle. C'est un des enjeux européens absolument fondamentaux. On a de très belles entreprises, mais on ne les mène pas à l'échelle, contrairement aux États-Unis ou aux Chinois. C'est un sujet plus global. Et puis, troisièmement, quel est le rôle de l'entreprise? Une entreprise, elle est dans un écosystème large. Elle bénéficie de ressources humaines. Les étudiants qui viennent chez nous, qui viennent pas souvent d'HEC d'ailleurs, ils ont bien une formation et l'entreprise, elle doit soutenir les infrastructures, les formations, mais elle doit avoir une responsabilité écologique. Elle a aussi des opportunités, je trouve, c'est le dernier point que je ferai sur cette vidéo. C'est très bien vu. Une entreprise, quand elle regarde l'impact, quand elle regarde l'ESG, elle doit regarder deux choses. Le risque, qu'à un moment, des choses puissent être interdites, risque réglementaire, risque de contentieux, mais aussi des opportunités de développement dans des nouveaux services, des nouvelles technologies liées à la transition. J'ai encore beaucoup de questions, enfin c'est pas moi, c'est les allumés qui ont encore beaucoup de questions à vous poser, William. C'est la dernière partie de l'entretien HEC. L'entretien HEC sur BFM Business.
Dernière partie de l'entretien HEC avec donc des questions des alumni. Première question, elle est posée par Émeric Penven. Bonjour William Cadouche-Chassin, Émeric Penven, Executive Master HEC Paris. Je suis également le directeur du centre Deep Tech d'HEC au sein de notre institut d'innovation et d'entrepreneuriat. Ma question porte sur les enjeux de réindustrialisation de l'Europe et de transformation des infrastructures nécessaires à la mitigation climatique. Comment ces deux sujets impactent-ils votre stratégie d'investissement et particulièrement la temporalité et les cycles de ces investissements? Merci à vous. Bonjour. Réponse. Merci Émeric. Alors d'abord, nous on est sur des industries qui ont des cycles assez longs. Le cycle d'investissement, c'est entre 5 et 10 ans selon qu'on parle de LBO ou qu'on parle d'infrastructure. Donc évidemment, on accompagne des mutations assez profondes des économies. Premier thème que vous évoquez, la réindustrialisation, la relocalisation. Donc on y est présent, par exemple, dans la santé. On a un fonds dédié dont l'objet, c'est la souveraineté dans la santé, donc y compris sur des génériques. Ouais. Dans le paracétamol, ça fait beaucoup parler de soi ces derniers temps pour une transaction que vous connaissez. Oui, mais dans Doliprane, on n'a pas parlé de vous, on n'a pas parlé de Raseo. On n'était pas là-dedans, mais parce qu'on a d'autres entreprises qui sont qu'on soutient et qui sont dans la production pharmaceutique en France. Deuxième chose, c'est tout ce qui est autour de la transition énergétique et des infrastructures. On est sur un continent qui investit beaucoup dans le domaine. Aujourd'hui, la production, par exemple, de renouvelables est plutôt plus développée en Europe que dans le reste du monde. On a, via nos fonds d'infrastructure... À propos juste des renouvelables, vous avez vu le coup de gueule assez ahurissant de cette vidéo qui a tourné notamment sur BFM Business, de Luc Rémont, patron d'EDF, et de Patrick Pouyanné, tous les deux, le patron de Total Energy, qui disait « Mais attendez, c'est impossible, il y a une loi qui était censée accélérer, c'est une loi de décélérisation. On est complètement envahi, bloqué par la bureaucratie. » Vous êtes d'accord avec eux? Oui. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que les enjeux renouvelables ne sont pas essentiels. Et c'est d'ailleurs ce que Luc Rémont et Pouyanné disent aussi. Ce sont deux entreprises qui sont très engagées dans le développement des énergies renouvelables. Mais la construction de projets en Europe est aujourd'hui compliquée. Ouais. Deuxième question maintenant, une question de Tatiana Jama. Bonjour, je m'appelle Tatiana Jama et je suis de la promo HEC 2008. Ma question est la suivante, cher William. On a connu ces 15 dernières années une explosion de cet écosystème tech en France et en Europe. Il y a eu des bons et des mauvais côtés évidemment, mais il y a quand même eu un argent quand même important qui a été mis dans ces écosystèmes et qui est nécessaire. Moi, quand je suis sortie d'école, il y avait à peu près 1 milliard qui était investi dans le venture et aujourd'hui, on est à un peu plus de 25 milliards. Et donc, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait en cette période de crise et sur les 10 prochaines années pour continuer à grandir, à attirer des investisseurs étrangers, à faire en sorte que la France et l'Europe aient une voix dans la lutte entre les différents géants technologiques? Merci Tatiana. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi, il y a des écosystèmes qui se sont construits. D'ailleurs, la France a été plutôt pionnière dans le domaine de l'écosystème de la tech. Mais on est très, 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 très loin du mieux-disant. Oui. Le mieux-disant, qui sont les États-Unis, c'est 4 à 5 fois plus d'investissement dans la tech, encore une fois, qu'en Europe. Donc, on a un challenge, premier challenge, qui est comment on continue d'orienter de l'épargne durablement vers l'innovation technologique. L'écart de productivité de l'Europe par rapport aux États-Unis, qui est bien mentionné dans le rapport Draghi, c'est essentiellement un écart d'investissement dans l'innovation et dans la technologie. Donc il faut qu'on continue. Et là-dessus, il y a un certain nombre de pistes qui sont mises sur la table pour réorienter l'épargne. Le deuxième, ça a été mentionné un peu tout à l'heure dans notre discussion sur l'environnement, c'est la surnormativité en Europe. Ah oui, ouais. Aujourd'hui, l'Europe, elle est dans une approche qui est la suivante. On régule, et on développe. Aux États-Unis, on développe et on trouve les limites. Oui. Et donc, il faut qu'on change un peu de kit intellectuel pour pouvoir développer cette tech qui elle-même sera la condition de notre productivité future. Oui, vous avez raison, c'est tout à fait l'enjeu, mais on voit qu'on a du mal quand même. Nous, on le porte. Autre question, une question de Chadi et le TEF.
Bonjour, Shadi Letef, HEC 2010. Je dirige la division énergie d'un fonds de private equity aux États-Unis. Ma question porte sur la transition de leadership à la tête d'Eurazeo. Vous avez succédé à Virginie Morgon, qui a passé une quinzaine d'années dans l'entreprise et plus de 5 ans à sa tête, qui était très forte et très présente en communication. J'aurais voulu savoir comment est-ce que vous avez approché cette transition et est-ce que vous avez eu des surprises, bonnes ou mauvaises. Merci. Une question directe, au moins. Vous êtes prié de répondre. Oui, mais je vais répondre. D'abord, merci pour cette question. Une entreprise, ça s'inscrit dans la durée. Ça fait 50 ans que Eurazeo fait de l'investissement, ça fait 25 ans que Eurazeo fait de l'investissement dans les marchés privés. Et donc, quand on prend les rênes d'une entreprise, on accepte qu'une entreprise s'est inscrite dans la durée, qu'un certain nombre de choses ont été faites bonnes par les précédents managers, et d'autres choses doivent être transformées. J'ai dit tout à l'heure, nous, on a refondu et clarifié le positionnement commercial et stratégique de l'entreprise, en business model, en territoire. C'est ça qu'on a changé. Oui, là, bon, c'est un peu des éléments de langage, si vous me permettez. Vous avez eu des mauvaises surprises ou pas Parce qu'elle a, comme Virginie Morgon, qui était un peu une figure emblématique, elle a été quand même évincée de manière assez brutale à l'occasion d'un changement d'actionnaire. Vous avez eu des mauvaises surprises ou pas qui justifiait son éviction? Nous avons considéré qu'il y avait un besoin de réorienter un certain nombre de choses en matière stratégique. Par exemple, je n'appellerai pas ça des mauvaises surprises, mais il y avait sans doute des choses que nous n'aurions pas faites de la même manière, et donc on les a faites différemment. Par exemple, l'achat de participations minoritaires dans des fonds de private equity comme Rhône Capital ou MCH. On a vendu ces participations minoritaires parce qu'on considérait qu'elles avaient pu correspondre à un développement d'entreprise à un moment, mais qu'elles ne nous apportaient rien. On a refondé un certain nombre de stratégies. On a accéléré très fort sur la gestion pour compte de tiers et modifié l'approche d'allocation de capital, mais aussi les structures d'alignement des rémunérations des patrons, c'est-à-dire à commencer par nous-mêmes, qui étaient probablement moins adaptés au monde commercial de fonds tiers que nous souhaitons avoir que celui qui était hérité du passé. D'accord. Quatrième question, la question de Com Bakla. Bonjour monsieur, Com Bakla, HEC 2009, directeur de participation. Alors que nous abordons une nouvelle année, quels sont les principaux défis que vous voyez pour Eurazeo en 2025 et comment cela se traduira-t-il dans la gestion de votre portefeuille? Et est-ce que cela aura un impact sur vos critères d'investissement et sur votre ambition de devenir l'acteur de référence en matière de gestion d'actifs privés en Europe d'ici 2027? Merci beaucoup. Alors vous avez en partie répondu, hein, comme ça arrive souvent. Mais pas que, vous pouvez être... Je vois déjà des opportunités, parce que nous, on est une entreprise en croissance. Nous, notre principale opportunité, c'est de continuer à gagner des parts de marché auprès de clients institutionnels et de clientèle particulière en développant la présence de nos fonds. Il y a comme une opportunité de continuer à faire de la rotation d'actifs, on en a beaucoup parlé ici. C'est aussi un défi, hein. Le contexte de taux va nous aider, la macro est un peu molle. Donc tout ça, il faut tenir compte de ça. Si je devais dire d'un défi que nous ne maîtrisons pas et dont il faut bien tenir compte pour faire ces scénarios. Moi, je crois vraiment qu'il faut faire des scénarios, y compris des scénarios de stress quand on conduit une entreprise. C'est le défi géopolitique. Aujourd'hui, on a une Europe qui est gelée par la crise politique, pendant que d'autres territoires vont assez vite dans leur prise de décision. 3-4 ans sans prise de décision quand on connaît les enjeux, ce serait évidemment un sujet dont on ne peut pas ne pas tenir compte quand on conduit une entreprise qui est essentiellement de souche européenne. Une question, et dernière question, une question de Lorraine Danon. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Lorraine Danon, je suis HEC promotion 2005. Je suis en ce moment à la UK HEC House et je suis le CFO d'une biotech cotée. Ma question pour vous est pourquoi est-ce que le segment de mid-market est le plus attractif à votre sens et comment créez-vous de la valeur pour vos investisseurs dans ce segment de marché? Merci. Merci. Je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été dits tout à l'heure, d'ailleurs par les élèves d'HEC. D'abord, c'est un segment profond. C'est de très loin le plus profond dans toutes les grandes économies, mais en particulier en Europe, il y a 27 000 entreprises auxquelles nous, on peut accéder. Ça donne une idée un peu de l'étendue des opportunités.
Deuxièmement, c'est là qu'on va trouver les entreprises avec les idées nouvelles. C'est là qu'on va trouver les entreprises qui ont le potentiel de transformation et de croissance par l'internationalisation, par exemple, le plus élevé. Et donc c'est pour ça que nous, on considère qu'on peut y générer un rendement plus attractif pour des investisseurs et qu'on attire plus d'investisseurs dans nos fonds. Et de facto, les rendements de tout ce qui est sur les activités du mid-market, notamment dans le LBO, sont plus élevés en Europe qu'aux États-Unis et sont plus élevés que dans ce qu'on appelle le large cap, c'est-à-dire le LBO pour les entreprises de taille plus grande. Dernière partie, on arrive au terme de cet entretien à HEC. Des questions un peu vide-poche, des questions peut-être un peu plus personnelles. À tout de suite. L'entretien HEC sur BFM Business. William Kadouch-Chassaing, on arrive au terme de cet entretien HEC. Maintenant, c'est les questions un peu vide-poche, questions un peu plus personnelles pour terminer cet entretien. D'abord, la question de l'enjeu de taille. Il a été mentionné. Eurazeo, vous êtes certes grand, mais en même temps, vous êtes petit par rapport aux grands fonds américains. Je ne parle pas de BlackRock, bien sûr, mais de CVC, Advent. Pour vous, c'est un enjeu de taille? C'est la taille? Alors, la taille et l'échelle, c'est un enjeu fondamental pour nous, pour les entreprises dans lesquelles nous investissons, je l'ai dit tout à l'heure. Mais on le voit à l'échelle d'une stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la taille critique dans le segment qu'on s'est choisi pour être pertinent pour des clients, pour attirer des talents, pour attirer des entreprises dans lesquelles on investit. Oui, c'est ça, maintenant, je voudrais mettre ça dans un contexte. Il y a 11 700 fonds dans le monde. Eurazeo est dans les 30 premiers. Évidemment, il y a tous les premiers qui sont au-dessus de 1000 milliards, on est à 35 milliards. Donc la question de la taille en absolu ne veut pas dire grand-chose dans notre métier. En revanche, il faut que pour chaque stratégie dans laquelle on opère, on soit à une certaine taille critique. Donc vous n'envisagez pas de rapprochement avec tel ou tel? Nous ne l'excluons pas, puisque nous avons dit que nous avions une stratégie essentiellement organique, avec des gains de part de marché qui sont en train de se cristalliser, mais que d'avoir du capital nous permettrait peut-être de saisir des opportunités de consolidation. Et vous savez, c'est un métier dans lequel les intégrations sont très compliquées. Mais il y a une industrie qui se consolide, y compris avec des très gros comme BlackRock. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Une question d'ego souvent, parce qu'il y a des fortes personnalités dans votre secteur. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour les femmes entrepreneuses de lever des fonds? Écoutez, moi, je regarde l'expérience de Eurazeo. On a une stratégie du gros equity qui est à 58%. Vous avez 211 participations. Il y en a combien de femmes qui dirigent ces entreprises? Moi, dans le gros equity, c'est dirigé par une femme qui s'appelle Ala Fadel, qui a 2 adjointes. Non, mais je parle de participation. Les participations. Non, je ne parle pas d'Eurazeo. Vous avez 211 participations. Il y en a combien dirigées par une femme? Alors, malheureusement, je ne sais pas vous répondre à cette question. Mais ce n'est pas un critère... Ce n'est pas un critère discriminant pour nous de savoir qui dirige l'entreprise en dehors des compétences propres des entrepreneurs. En revanche, mais nous, on est dans une entreprise dans laquelle on a beaucoup plus de femmes que c'est comparable. Donc c'est vous dire que la sensibilité, c'est vous dire que la sensibilité, elle est très forte à se dire des business models portés par des femmes quand ils se. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à lever des fonds? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les femmes ne peuvent pas lever des fonds. Le chiffre, en général, c'est Tatiana Jama, c'est ça qui le donne. Mais je crois que c'est moins de 5%. Hein. En tout cas, je ne peux parler que de notre expérience. Ça ne nous arrive jamais de discriminer une approche d'investissement. Mais est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez des projets d'investissement de femmes? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez vu passer? Prenez une entreprise, par exemple, dans notre fonds de buyout qui s'appelle Aromazone. C'est une des plus belles sociétés de notre portefeuille et qui est une société qui a des croissances très fortes. C'est une société fondée, dirigée par une femme. Oui. Donc, Bon, pas complètement convaincu, mais bon, normal. Est-ce que vous êtes trop payé? C'est souvent un des reproches majeurs qu'on fait aux capital risqueurs ou ceux qui travaillent dans l'investissement ou dans des fonds. Est-ce que vous considérez que vous êtes trop payé? Je ne suis pas sûr que je sois bien qualifié pour répondre à cette question. Nous, on regarde avec notre conseil chaque année des benchmarks. Mais vous attendez cette musique quand même, qui dit que voilà, et qu'à la limite, vous gérez des fonds, vous prenez des fees là-dessus, et donc vous n'avez pas besoin, presque à la limite, vous pourriez gagner de l'argent sans même investir. Tout ça ne fonctionne que dès lors que d'abord, on répond à la question de savoir si on est pertinent et créateur de valeur pour les gens qui nous confient leur argent, c'est-à-dire nos clients ou nos actionnaires. Tant qu'on
génère cette valeur et que cette valeur est meilleure que celle qu'ils pourraient avoir ailleurs, à ce moment-là, ils considéreront que nous sommes payés, nos équipes, adéquatement. Ouais. Le jour où ce n'est plus le cas, ils voteront avec leurs pieds. C'est comme ça que la régulation se fait normalement. Ouais, mais en même temps, comme eux-mêmes souvent sont aussi des investisseurs, donc on l'a bouclé. Est-ce que vous êtes actionnaire, vous, et est-ce que vous êtes actionnaire des entreprises où Eurazeo a investi? À titre personnel? Oui. Donc moi, je suis actionnaire d'Eurazeo. D'accord. Et pour des raisons de déontologie, je n'interviens même pas, ni mon co-CEO, dans les décisions d'investissement des fonds, qui sont totalement gérés par des équipes d'investissement indépendantes auxquelles est confié l'argent de tiers. Oui. Est-ce que vous pourriez, je disais en introduction, vous n'êtes pas HEC, c'est des choses qui arrivent, vous êtes normalien, en plus normalien, un normal lettre. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez, et en plus vous êtes un banquier, mais est-ce que vous pensez que vous pourriez être un entrepreneur? Vous en voyez beaucoup, vous investissez, vous les aidez, vous les faites grandir. Est-ce que vous personnellement, vous pourriez être un entrepreneur? Ou c'est une mentalité différente? Écoutez, on est dans une entreprise qui n'est pas très grosse chez Eurazeo, qui a beaucoup de croissance de valeur. On est 430. Moi, j'étais pendant longtemps dans une entreprise qui s'appelait la Société Générale, et avant c'était JP Morgan, c'est des centaines de milliers d'employés. Donc on est comme dans une entreprise qui a un esprit entrepreneurial très développé. Tous les jours, on a des nouveaux projets. Tous les jours, il faut avoir un processus de décision rapide, agile. Donc de ce point de vue-là, nous, on se considère comme assez entrepreneurs. C'est d'ailleurs ce que nous disent nos staffs quand on leur demande quelles sont les valeurs de l'entreprise. Je voudrais quand même dire que dans les grandes entreprises aussi, il y a des grandes zones où on peut faire de l'entrepreneuriat. Quand j'étais à la Société Générale, on a choisi avec les équipes concernées de développer très fort Boursorama. Et on l'a fait avec un esprit qui était un esprit de conquête et de disruption. Donc il n'y a pas un monde de l'entrepreneuriat versus un monde de l'entreprise d'une certaine échelle. Peu quand même. Il y a une question de comment on fait naître une entreprise et comment on la passe à un leadership et à une échelle pertinente. Oui, c'est ça peut-être la fin. En tous les cas, vous considérez un peu comme un entrepreneur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, William Kadouch-Chassaing. Donc voilà, c'est la fin de cet entretien HEC. À la prochaine fois. L'entretien HEC sur BFM Business.